Salut à tous, bienvenue dans l'Air du Son version entretien, la deuxième édition de nos entretiens. On s'est dit que pour Noël c'était un beau cadeau, que c'était sympa, que ça faisait plaisir. Après Aurélie Charon avant l'été, que je vous encourage évidemment à écouter si c'est pas encore fait, on s'est demandé qui pouvait prendre brillamment le relais et qui pouvait faire vibrer notre membrane auditive et nous donner envie de nous plonger encore plus à tympan perdu dans l'audio. L'invité de ce deuxième entretien de l'Air du Son, c'est vous, Sylvain Gir. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors si vous êtes là aujourd'hui, c'est bien sûr pour nous raconter qui vous êtes, vous qui aimez tant les histoires et surtout qui aimez tant les raconter et les faire raconter. Cette fois-ci, c'est vous qui êtes au centre de l'intrigue. Évidemment, nous allons parler des 15 ans d'Arte Radio, mais nous allons aussi refaire un peu le monde de l'audio avec vous. Quelle intéressante perspective. Bon, ben, on peut y aller, je crois. Alors Sylvain Gir, si on doit passer en revue vos différentes casquettes, évidemment, donc vous êtes cofondateur et directeur éditorial d'Arte Radio, écrivain inachevé, producteur névrosé, révolté permanent, auteur, poète maudit. J'ai vraiment vu beaucoup de qualificatifs qui s'assortissaient avec votre nom par-delà les différents titres de presse. Pour moi, vous êtes aussi un artiste, un éditorialiste, un visionnaire et un illuminé. Mais si vous deviez vous présenter à vous-même, qu'est-ce que vous diriez ? Je suis un vieux garçon. Ouais, un peu de tout ça. Un peu de tout ça. Poète maudit, c'était à mes débuts. Et puis, je suis effectivement un meneur de troupe, un meneur de revue. J'ai toujours considéré Arte Radio comme une revue. Moi, je suis un enfant de la presse, donc il y a des journaux qui ont une grande influence sur moi. Pilote, quand j'étais petit. Et dans Pilote, on mettait en scène les patrons, René Goscinny et les dessinateurs. Et René Goscinny, bon, il a son génie propre de scénariste, mais il a un génie de patron de presse. Dans le journal Pilote, il révèle Gottlieb, Mandrika, Claire Bretéché, Möbius, Drouillet, enfin voilà. Et il publie, y compris des choses qu'il n'aime pas forcément, mais parce qu'il pense que les gens sont intéressants. Et au bout d'un moment, l'identité du journal, c'est la sienne, parce que je pense qu'un journal, un média, il y a l'identité du fondateur, enfin de l'animateur principal, c'est déterminant. Mais c'est aussi l'identité de toutes les signatures. Et c'est ce que j'essaye un peu, à mon humble niveau, de faire avec Arte Radio. Arte Radio en soi, c'est comme un magazine sonore qui aurait son identité, sa couleur, hein, sa couleur d'antenne, mais à l'intérieur duquel on fait émerger des auteurs, des signatures et des gens qui ensuite deviennent professionnels et deviennent des artistes à part entière avec leur propre talent. J'ai lu dans un article de Libération qui fait votre portrait que vous aviez été élevé dans la rébellion et la révolte. Vous pouvez m'expliquer un peu pourquoi ? Parce que mes parents n'étaient pas vraiment des gauchistes 68ards, c'était plutôt des communistes, mais c'est vrai que c'est des gens qui s'étaient construits contre leur milieu, ils viennent d'un milieu ouvrier, paysan, militaire, et donc eux s'étaient vraiment construits dans une révolte à tous les niveaux politiques, personnels et même sexuels, contre les canons de leur milieu. Et donc ils ont essayé avec mon frère et moi un peu cette transmission-là, donc c'est vrai qu'on avait un accès complètement libre à la culture, et y compris à l'érotisme, etc. Bon, il n'y avait pas beaucoup de tabous chez moi. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai toujours considéré qu'une certaine forme de rébellion, d'expression libre, d'individualité était souhaitable. Et vous avez dit à l'instant que vous aviez été élevé, enfin vous avez beaucoup baigné dans la presse, mais est-ce que vous avez aussi été élevé dans l'audio ou pas du tout ? Pas tant que ça. Enfin, si, il y avait la radio était très présente, France Inter, j'ai à peu près les mêmes souvenirs que tout le monde, c'est ça qui est intéressant que la radio, ça a des souvenirs à la fois intimes et collectifs, donc le retour de la campagne le dimanche soir avec le masque et la plume, voilà, ça c'est un classique. C'est vrai que c'est un souvenir que tout le monde donne derrière. C'est marrant, hein, c'est souvent celui-là qui revient, puis parce qu'on s'endort, en plus on est enfant, il doit être 20h, on est un peu crevé, et à mon époque c'était Georges Charansol et Jean-Louis Bory qui s'engueulaient, je comprenais pas les blagues, parce que Jean-Louis Bory faisait des blagues homo, des blagues gays, et ça faisait rire mon père et ma mère, et moi je comprenais pas pourquoi ils riaient. L'oreille en coin. On était toujours branchés sur l'oreille en coin, j'ai toujours le générique dans la tête, et avec mon père le jeu des 1000 francs et le jeu des 1000 euros, on continue à jouer. On pense que mon père et à nous deux on gagnerait à presque tous les coups. Il a la culture générale très solide d'un homme de son âge, et moi j'ai la pop culture qui peut faire gagner quelques points. Et c'est quoi votre premier souvenir d'audio du coup ?
Les livres-disques aussi, comme tout le monde, hein, c'est en CE2, Piccolo, Saxo et compagnie, un livre-disque sur la musique avec les... Pierre et le Loup aussi, j'aimais bien, version Gérard Philippe, voilà. Et du coup... C'est Gérard Philippe, attends, Gérard Philippe c'était Le Petit Prince, Pierre et le Loup, je me souviens plus. Pierre et le Loup, c'était Gérard... Oui, c'était Gérard Philippe aussi. Oui. D'accord. Oui. C'était Gérard Philippe. Du coup, en préparant cette émission, je vous ai demandé de me citer des contenus de radio que vous aimez. Alors, en l'occurrence, vous ne m'aviez pas cité Le Masque et la Plume, mais vous m'avez donné 2 émissions présentées par Jean Lebrun. Pourquoi Jean Lebrun ? Parce que c'est mon parrain de radio, mon mentor. Disons que j'ai démarré en faisant des petites émissions sur France Culture, enfin des petites et des grandes émissions sur France Culture en 90, et je suis allé voir Jean Lebrun et je lui ai proposé une série pour l'été sur les cultes. Donc on est en 1991 et c'était les cultes. Alors les cultes, c'était le groupe Frobing-Grissol, la musique industrielle, les raves qui démarraient, les écrivains cultes. Chose qui était déjà très à la mode, et que j'avais appelé France Culte. Et Jean Lebrun, qui prenait jamais de série, qui travaillait pas du tout comme ça, avait accepté cette série, et j'ai travaillé dans l'équipe de Culture Matin pendant 4 ans. Pour vous dire, faire un portrait en creux du bonhomme, dans ces années-là, donc début des années 90, dans le bureau de Culture Matin, autour de Jean Lebrun, il y a Emmanuel Laurentin, qui est maintenant la nouvelle fabrique de l'histoire sur France Culture. Il y a Marc Voinchet, qui va devenir après directeur de France Musique. Il y a François Angelier, qui fait toujours Mauvais Genre, depuis... Il y a moi. Bon, pour dire, on n'a pas démérité en ce qui concerne la radio, et c'est quand même l'un des talents de cet homme, de Jean, c'est d'avoir réuni... On vient tous d'horizons complètement différents. Moi, en 90, je suis un crevard complet, j'ai rien fait, je suis un mauvais journaliste, et il réunit comme ça des gens qui lui ressemblent pas, avec qui il n'est pas forcément d'accord, mais qui ont une personnalité, et il me fait beaucoup passer en direct, ce qu'il fait pas forcément avec les autres reporters. Donc il m'envoie faire des reportages un peu ahurissants dans tous les coins de France, et souvent il m'invite à les présenter en direct. Aussi, il me demande de lui conseiller des artistes, des musiciens. Donc, je fais venir Dominique A, par exemple, pour son premier album, La Fossette. Dominique A joue en direct à 7h du matin sur France Culture. Je pense que c'est la première fois qu'il y passe. Donc, c'est un homme que j'aime énormément, qui a d'immenses... surtout pour ses qualités humaines. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait pas dans la tendresse et qui vous apprend, parfois à la dure, mais qui vous apprend ce que c'est qu'une coupe, qu'un montage, qu'un propos intéressant ou un propos pas intéressant. C'est quelqu'un qui a des dehors très exigeants, mais qui est extrêmement bienveillant, qui est d'une intelligence et d'une culture, évidemment, phénoménale. Mais voilà, j'ai beaucoup de tendresse et d'affection pour cet homme. Et surtout, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que moi, j'avais travaillé en presse, un peu dans des organes de presse, on va dire plutôt gauchistes, plutôt gauchisants, dans lesquels j'étais soit mal payé, soit pas payé du tout, sur le mode là on démarre, on n'a pas d'argent, mais c'est une super aventure, et puis un jour tu seras payé, etc. Jean Lebrun, je pourrais pas le situer politiquement, mais enfin il est chrétien, plutôt que je dirais qu'il est chrétien de centre-gauche, humaniste, et c'est un très bon patron, c'est l'un des meilleurs patrons que j'ai jamais eu. Donc ça déjà, ça m'a fait réfléchir un peu sur la contradiction entre ce que un peu la posture politique que les gens peuvent afficher et leur comportement réel dans le travail. Et j'ai eu d'autres expériences dans des groupes de presse catholiques, par exemple, et bizarrement, ça m'arrache la gueule de dire ça, mais un patron chrétien, je veux dire un bon chrétien authentique, pas un fou furieux, c'est souvent préférable à un patron d'extrême gauche. On va laisser un petit silence après que vous ayez dit ça. Aujourd'hui, Jean Lebrun, donc, qui présente la marche de l'histoire sur France Inter. Moi, j'aimerais savoir votre marche à vous. On pourrait dire quoi? Après que vous ayez quitté le domicile familial, vous avez, il me semble, entrepris des études de journalisme? Non. Je suis parti de Lyon à 20 ans parce que j'en avais marre de la fac, de mes parents, de mes copains surtout. J'étais dans un groupe d'amis et je trouve que on se faisait pas du bien, quoi. Et puis, je suis parti, mais vraiment du jour au lendemain, avec 600 francs. J'ai été hébergé par un copain, puis une autre amie. Enfin, j'ai dû faire, je sais pas, les premières années, j'ai dû faire des dizaines d'appartements dans Paris. Je voulais rien faire. J'étais très, très en révolte contre moi-même. Ma phrase à l'époque, c'était la phrase de Rimbaud, la main à plume vaut la main à charrue. Alors que je savais depuis l'âge de 10 ans que j'étais fait pour écrire, je voulais pas.
Donc pour moi, être journaliste, c'était aussi odieux que d'être balayeur, quoi. Donc du coup, non, c'était con, mais j'étais con. Donc j'ai vendu des parapluies, j'ai vendu des bouquins, j'ai fait le standard du top 50 à Europe 1, j'ai fait beaucoup de marketing téléphonique. Pendant des années, je fais du marketing téléphonique. Et j'étais assez mélancolique. Je lisais Beckett des journées entières, Joyce. J'allais à la bibliothèque, je prenais les bouquins, j'en reposais. Enfin voilà, c'était une drôle de vie. Et en fait, ça m'a servi. C'est marrant parce que ces années-là, elles sont assez formatrices. J'étais un peu dans la scène des squats. Fréquentais des gens beaucoup plus dangereux que moi. Et c'est ce qui m'a aidé à rentrer à France Culture, en fait. C'est le fait que j'avais des choses à raconter un peu sur l'underground, le punk. Je suis rentré à France Culture parce qu'une amie, Félicie Dubois, m'a interviewé. Je revenais de Berlin et c'était en 88, 89 et j'avais adoré Berlin et je parlais de la scène punk à Berlin que j'aime beaucoup, j'aime toujours beaucoup. Et voilà, je suis rentré là-dessus. Voilà, il y a des gens de Francesca Piolo de France Culture qui m'a entendu donc interviewer et qui m'a proposé de faire des émissions. Ce qui est important, ça veut dire qu'on peut être vraiment le crevard complet et rentrer à France Culture. Et moi, je garde ça pour Arte Radio, où, vous le savez, on peut prendre des projets de parfaits inconnus. Je lis pas les CV, je me réfère qu'aux projets écrits. Mais du coup, votre arrivée devant un micro, enfin devant et derrière un micro, mais elle est arrivée par hasard ou finalement vous y pensiez quand même Ah non, j'y pensais pas du tout, mais je me rappelle par contre, j'avais une de mes dernières petites amies à Lyon m'avait écrit une lettre en disant mais il faut que tu fasses de la radio, c'est incroyable, t'es fait pour faire de la radio et tout. Et à l'époque où j'étais vraiment dans ma période très nihiliste, je veux rien faire, je veux crever, tout ça, ça m'avait paru complètement absurde. Et c'est vrai que Jean Lebrun, je pense qu'il a distingué ça puisque, je vous dis, il me faisait passer énormément en direct. Or, passer en direct à Culture Matin au milieu de Angelier, Laurentin et tout, qui sont des gens hyper brillants, faut pas se planter. Et des fois je me plantais, donc je prenais la parole, je disais un truc nul, j'avais plus le micro et je regardais les grands parler et moi j'étais dans mon coin et je me la fermais. Et donc j'ai compris que pour que ça marche, il fallait que ma première phrase, que vraiment j'ai une phrase impactante, que dans le moment où Jean respirait, il fallait que je place quelque chose qui soit drôle, pertinent, si possible en français, et voilà, en français correct et bon. Et c'est comme ça qu'on se fait remarquer du coup. Mais je crois parce que du coup j'étais pas mal, donc je balançais des punchlines, j'en sais rien, j'étais pas toujours bon. Des fois j'étais nul, des fois j'étais bon, mais voilà. Mais il a dû repérer ça, Jean. Et après vous êtes rentré au magazine d'Arte, c'est ça ? C'est le magazine des programmes, c'est un magazine papier que fait le service de presse et qu'on envoie aux journalistes. Et comment vous vous êtes retrouvé là, pareil ? C'est un concours de circonstances ? C'est un garçon, Olivier April, on s'était jamais rencontré à l'époque, je lui avais rendu un service et il était adjoint dans ce magazine et la rédactrice en chef avait démissionné au bout d'un mois parce que c'est énormément de boulot, c'était dans des conditions terribles à l'époque et moi, je lui avais rendu un service, je l'avais mis en contact avec Michel Butel, qui était le patron de l'autre journal, qui est aussi un journal qui a une grande influence sur moi dans les années 80. Donc ce garçon, Olivier April, il appelle 10 personnes, tout le monde refuse ce boulot, qui était vraiment un boulot chiant, faut avouer, à la base, et moi je suis la 11e personne sur sa liste, et donc... pour moi, c'était l'occasion d'avoir un CDI. C'est-à-dire qu'à France Culture, je m'amusais bien. Je faisais des émissions sur le rock, sur la philosophie et tout, mais je gagnais 2000 francs par mois. On parle toujours en francs à l'époque. Et je rentre à Arte en CDI à plein temps avec un très bon salaire. Et Olivier April, qui est un garçon extraordinaire, il met sur pied un système où décide que notre équipe du magazine, on va tous passer à temps partiel. Donc lui passe à mi-temps, moi je passe à 3/4 temps et on embauche du coup quelqu'un à 3/4 temps. Donc on crée de l'emploi, il invente comme ça un peu la réduction du temps de travail et des 20 ans plus tard, plus de 20 ans plus tard, Arte Magazine au sein d'Arte fonctionne toujours comme ça. Ils sont très nombreux sur peu de postes et ils sont tous à temps partiel et avec un système de tuilage. Ce qui fait que ça me libère du temps. Donc je fais ce boulot qui est pas seulement alimentaire, hein, c'est Arte, il s'agit de faire la promo des programmes d'Arte, donc ça va, c'est pas trop, voilà. Il y a pire comme boulot. Donc on visionne plein de programmes, j'ai vu plein de films, puis il y a les gens d'Arte avec qui on parle, il y a Pierre Chevalier qui fait la fiction, Thierry Garel qui fait le docu, donc je commence à apprendre aussi ce que c'est qu'un personnage, un documentaire, un plan, parce que des fois je vais aux réunions, je les entends discuter des films et tout, et donc je commence à apprendre un peu ce que c'est que voilà l'écriture audiovisuelle. Et puis surtout, je suis à 3/4 temps. Je travaille 3 semaines sur 4 avec un bon salaire. Et du coup, là, je fais ce que j'aurais dû faire depuis toujours, j'écris. C'est ce que j'allais y venir au moment où vous rentrez au magazine d'Arte en 2002, du coup. Vous écrivez, vous publiez un livre, un recueil de nouvelles qui s'appelle... Je rentre au magazine en 94. Ah, pardon. Et 2002, c'est quand je crée Arte Radio.
Ah oui, pardon, excusez-moi, c'est ça. Je me perds dans ma biographie riche et foisonnante. Exactement. Donc vous écrivez Johnny est mort en 2002, qui est donc un recueil de nouvelles qui est paru aux éditions Seuil. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu ce que c'est quoi Johnny est mort? C'est un recueil de nouvelles. La première du livre, elle s'appelle Son gros ventre. C'est le premier texte, les premiers mots vraiment de fiction que j'ai écrit à 35 ans, je crois. D'abord, j'ai publié des nouvelles dans des revues. C'est 10 nouvelles qui parlent des choses qui m'intéressent dans la vie, c'est-à-dire des histoires d'amour, des histoires en général insatisfaisantes. Ça parle de l'espace entre les gens, le non-dit, les choses qui n'aboutissent pas, essentiellement des échecs amoureux, et puis la mort des amis. J'ai perdu beaucoup d'amis proches dans les années 80, 90, et c'est quelque chose qui revient souvent dans ce que je fais quand j'écris. Donc il y a une nouvelle qui s'appelle Survivre à l'enterrement, qui est un peu une espèce de guide de comment se comporter quand on va à un enterrement, parce que j'en ai hélas fait beaucoup. Et puis c'est les gens de 30 ans, entre 30 et 40 ans, qui savent plus trop où se trouver, qui sont un peu dans une adolescence prolongée, qui continuent à avoir quelques mauvaises habitudes héritées de leur adolescence, et puis voilà, qui essayent de se débrouiller avec ça. Donc ça part je sais pas, les histoires d'une nuit avec une inconnue. Il y en a une que j'aime beaucoup qui s'appelle Retour à la nuit, où le narrateur, qui n'est bien sûr pas moi, il passe la nuit avec une femme, et puis elle lui dit qu'elle a un enfant, donc faut pas faire de bruit. Et le matin, elle veut dormir, en fait elle veut faire la grasse mat parce que c'est samedi, sauf que le gamin il a 8 ans, il est en plein peps, et ce narrateur, qui n'est pas moi, se lève et s'occupe du gamin. Voilà, donc c'est des petites histoires comme ça. C'est un joli livre, en vente partout, 12 €. Et il y a une nouvelle qui raconte la mort de Johnny Hallyday. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Vous en voulez à Johnny Hallyday? Pas du tout. Pas du tout. Enfin, il a un peu pourri mon enfance quand même, parce que j'ai grandi dans une France dominée par les variétés, et voilà, une France dans laquelle le rock avait très peu de place. Donc Johnny Hallyday, comme le dit l'un des personnages de la nouvelle, ça rappelle les autotamponneuses. Mais non, en fait, c'est juste une observation qu'on a tous fait. On est dans un petit bistrot, n'importe où en France, et il y a un gars au comptoir avec un ensemble en jean et un t-shirt avec une tête de chien-loup, et moi je me dis comment il va réagir lui quand Johnny va mourir. Oui, c'est ça, on a tous imaginé à un moment donné ce qui allait se passer le jour où ça allait arriver. Et je pense que là où c'est plutôt chouette de la sortie du bonhomme dont il est question, peut-être, c'est que justement ça va éviter ça. Dans ma nouvelle, il meurt bêtement, mais en plein été, et donc je décris les réactions des gens. Bon, c'est une parodie. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est plutôt ce qui se noue entre les gens à cette occasion, quoi. Moi, je vous l'avoue, j'ai bien aimé ce livre. Je dis pas ça parce que vous êtes là, mais je l'ai bien aimé parce que en fait, il plaît autant qu'il fait mal. C'est-à-dire que il plaît parce que donc c'est des histoires et des sentiments qui se mélangent. Et il y a une très belle façon de les raconter. Ça fait vraiment très très vrai. Mais du coup, ce qui dérange, c'est également que ça fait très 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 vrai et que du coup, on se reconnaît presque dans des histoires qu'on n'a pas vécues. Typiquement, cette histoire de la jeune fille qui veut faire fumer un joint à son père pour pouvoir enfin discuter avec lui, ou même justement cet homme qui raconte sa nuit d'amour avec une femme enceinte. C'est des histoires que moi j'ai pas vécues en tout cas, mais moi non, pas toutes en tout cas. Mais du coup, voilà, on se reconnaît quand même là-dedans, et je voulais savoir si c'était ça que vous aviez voulu créer, cette espèce de tourbillon un peu de sentiments. Merci. Oui, mais c'est toujours ce qu'on essaye de créer. C'est la même chose qu'on fait sur Arte Radio. C'est devenu une banalité de dire ça, mais comme pas mal de clichés, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est en étant l'intime touche à l'universel, et ce qui compte, c'est la sincérité. Moi, je dis des fois aux gens, si t'as pas de talent, sois au moins sincère. Il y a des gens qui ont beaucoup beaucoup de talent et qui n'ont pas de sincérité, et c'est pas bon. Et par exemple, quand on fait du storytelling, c'est vraiment important d'être sincère. Et ces nouvelles, elles ont peut-être au moins une qualité, c'est que je suis quelqu'un d'une assez grande sincérité par rapport à moi-même. Après, je galère comme tout le monde, et le fait de l'écrire me permet de poser les choses. Ce qui est marrant, c'est qu'elles ont été écrites sur une période de 3 ans, à peu près, 2-3 ans. Et je me rappelle avoir lu le livre une fois qu'il a été imprimé, parce que c'était censé être le plus beau jour de ma vie, hein, c'est ce que j'attendais depuis l'âge de 9 ans,
d'avoir un objet rectangulaire avec mon nom dessus, mais qui soit pas une tombe. Et de le lire en entier, ça m'a pas du tout fait le même effet. C'est-à-dire, j'étais persuadé d'avoir écrit quelque chose de drôle, parce que j'aime bien quand il y a un peu d'humour dans tout ça. Et j'ai refermé le bouquin et je me suis dit, waouh! D'abord, c'est pas 10 histoires, ça en est une seule. Et voilà, j'ai beaucoup appris sur moi en m'en lisant. Et du coup, donc on le disait tout à l'heure, Johnny est mort, ça paraît en même temps au moment où on vous propose ce projet un peu fou de créer Arte Radio. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu comment ça s'est mis en place, comment ça s'est créé? C'est Jérôme Clément, le président d'Arte à l'époque, qui voulait une radio. Et Arte n'a pas le droit et ni les moyens d'avoir une radio FM, donc Jérôme Clément a suivi les conseils d'un monsieur très bien qui s'appelle Alain Johannes, qui est malheureusement décédé il y a quelques années, qui est l'un des fondateurs de France Info, qui adore le son, qui adore la radio. Et c'est Alain Johannes qui a fait un projet, qui a fait construire un studio radio dans lequel on travaille toujours au rez-de-chaussée d'Arte France, parce que c'est un projet uniquement Arte France, hein, donc il n'y a pas les Allemands dedans, il n'y a que de l'argent français. Et donc Alain Johannes fait construire le studio, il fait un projet qui va dans le sens de ce que veut la direction, c'est-à-dire une radio de talk, de débat, qui prolonge les programmes d'Arte. À l'époque, ce que dit tout le monde sur le web, tous les médias, si vous reprenez les articles de l'époque, on dit le web, ça sert à prolonger et enrichir. C'est le maître mot. C'est-à-dire qu'on ne pense pas que le web soit un lieu de création. Et tout de suite, avec Christophe Rowe, le cofondateur, donc Alain Johannes, il recrute Christophe Rowe, qui sort d'école, il sort de 3IS, il a 22 ans, et pour lui, c'est un plan, il veut faire 1 an à Arte Radio, et puis faire autre chose, parce que enregistrer des débats, ça l'intéresse pas tellement. Et puis, il me recrute moi, parce que je suis l'une des rares personnes à Arte qui a une expérience de radio, et je pense, d'un point de vue stratégique, pour que le projet soit accepté par le personnel, parce que les gens, tout le monde est contre ce projet, hein. Tout le monde dit pourquoi on va faire une radio alors qu'on fait de la télé, etc. Et donc, ce qui est assez bien, c'est que du coup, personne ne s'occupe vraiment de nous, il n'y a pas de responsable. Moi, je demande carte blanche, sinon j'y vais pas. Une fois que j'ai carte blanche, j'avoue, je mets le projet d'Alain Johannes à la corbeille parce que ça m'intéresse pas du tout de faire des débats avec les... Parce que l'objectif, c'est quand même Saint-Germain-des-Prés, hein. C'est vraiment... on va un peu servir la soupe à nos copains, quoi. On est dans le monde de la culture française, où, voilà, il y a beaucoup d'amis. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, comme Jean Lebrun, comme René Goscinny, comme Michel Butel, ce qui m'intéresse, c'est de faire émerger des signatures, c'est de faire émerger des auteurs, c'est de donner le micro, c'est donner la possibilité à des jeunes gens de s'exprimer, de travailler, de faire du reportage, de faire de la création. Voilà, c'est la seule chose qui m'intéresse. Donc très vite, avec Christophe, on constitue une équipe. On tape dans ses copains à lui de 3IS. Donc Jérémy Noureni Banafunzi, par exemple, il fait le premier reportage d'Arte Radio en avril ou mai 2002. Quand je dis notre premier reportage, c'est qu'il va à Rouen, je crois. Donc c'est incroyable. C'est la première fois qu'il faut faire une note de frais pour les billets de train. À l'époque, ils ont tous 20, 22 ans. Donc ils ont la carte 16-25. Ça coûte 9 €. Enfin, je me rappelle que tout le monde se moque de nous dans Arte parce qu'on a des notes de frais à 9 €. Et il va faire un reportage, et le premier mot de son reportage, c'est un reportage sur un sport de rue où il y a du rap, il y a un mec qui scratch et il y a des gens qui jouent au ballon. Je sais plus comment ça s'appelle, le streetball, bon. Et le premier mot, la première phrase qu'on entend, il y a un gars qui dit « J'utilise le son d'une rambarde ». Et c'est assez marrant parce que là, on est vraiment dans les premières semaines d'Arte Radio et ça pourrait être gravé à l'entrée du studio. J'utilise le son d'une rambarde. C'est l'un de nos premiers axes avec Christophe, c'est de se dire, voilà, nous, on va surtout pas faire du talk, on va faire du son. Mais pas du son, pas de la création sonore expérimentale, on va faire entendre le monde et on va demander à nos pigistes, quand il faut une interview, de prendre le son qu'il y a autour. Alors, bon, depuis, on a évolué, on fait maintenant des documentaires où il n'y a pas de son. Mais, en tout cas, l'un de nos axes, tous les deux avec Christophe, on se retrouve là-dessus, on aime le son. On déteste le format, enfin, on comprend tout de suite qu'on est sur Internet et que c'est une radio à la demande. On est deux, donc on ne va pas faire 24 heures d'antenne. Donc de toute façon, le projet, il est cadré financièrement et techniquement pour être une radio à la demande. On n'a pas d'émetteur, on n'a pas de possibilité de faire du live. Du coup, évidemment, on se dit, c'est complètement con de faire des trucs de 55 ou de 13 minutes ou de 26. Ça, c'est la télé. Nous, on est le web. Donc dès le début, on dit, on fait des trucs de 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 40 minutes s'il le faut, voilà. Ça, c'est, je pense que, outre que d'une manière totalement naïve, on invente plus ou moins le podcast. Enfin, c'est pas vrai, parce que les vrais, c'est le Donjon de Nullbox, c'est 2000.
Mais le Donjon de Nullbuck, personne n'en parle parce que c'est des indépendants alternatifs pas subventionnés. Les médias n'en parlent pas. Mais en fait, les vrais pionniers, c'est eux. C'est du podcast. On les a tous entendus. On les a tous entendus, mais personne, enfin, ils n'ont jamais touché un centime de sub, ils ne sont pas dans les festivals et ils ont plus d'auditeurs que France Culture et Arte Radio réunis. Mais enfin, voilà. C'est le Donjon de Nullbuck qui fait ses fictions dès 2000 en MP3. Mais nous, en 2002, disons qu'on est les premiers à rémunérer des gens et à faire des objets radiophoniques disponibles en téléchargement. Et par exemple, cette histoire du téléchargement, elle est très drôle. C'est Christophe, moi je connais rien au web, hein, et Christophe, il me dit, moi j'aime bien écouter en streaming, mais des fois j'aime bien écouter les choses plus tard, donc c'est bien de télécharger et de pouvoir... Et je dis, ouais, mais on réfléchit pas une seconde qu'on va se taper toutes les sociétés de droits d'auteur, le service juridique d'Arte, tout le monde va nous tomber dessus, parce qu'en 2002, on a oublié ça, le mot téléchargement, ça veut dire pirate. On est vraiment considérés comme des voyous. Tout le monde nous crache dessus parce qu'on permet à nos trucs d'être téléchargés, quoi. Et alors qu'en fait, on a inventé le podcast. Enfin, on a inventé ce truc-là, bon. Mais alors, je vous interromps juste deux secondes. On va écouter un de vos éditos qui est sorti en juin où justement vous parlez de ce fait-là. On va écouter. Auditrice lointaine, auditeur éloigné. Je te parle à l'oreille, comme ça, tout près, de façon assez directe. Et pourtant, on n'est pas en direct. On est en podcast, tu le sais bien. Arte Radio a inventé le podcast et le hand spinner. Peu de gens le savent, car ce n'est pas vrai, mais c'est nous qui avons eu l'idée de faire tourner 3 petites pales qui dansent sur le bout des doigts. Mais comme pour le podcast, on est resté timide et on n'a rien gagné. Il y en a qui disent que la modestie est une vertu. Hélas, on a oublié leur nom. Je m'appelle Sylvain Gir. J'enregistre ce message le 16 juin 17. Nous ne sommes pas en direct. Pire, je ne suis même plus là. J'enregistre ce message à l'avance, dans le passé, avant de partir toute cette semaine en vacances. Où ça ? Exactement. Je suis là-bas, ou plutôt, j'y serai demain, c'est-à-dire il y a une semaine. On peut dire que l'écoute d'une voix enregistrée est toujours un paradoxe temporel. En tout cas, si on est prétentieux, on peut dire ça. Je vais vous quitter bientôt, je vais aller me baigner. Et vous allez plonger avec moi. Du coup, donc là vous dites Dieu. Bien que Arte Radio a inventé le podcast. Et le hand spinner, ouais. Et le hand spinner, bon, voilà. Non, mais c'est... de fait, voilà, on fait de la radio élaborée qu'on met à disposition sans format en téléchargement sur le web. Donc c'est une définition. Mais du coup, possible. Là, donc j'ai bien dit que c'était un édito qui datait de juin. Où vous le redites. Est-ce que c'est important de rappeler ça ? Je sais pas. Oui, parce que je fais des gros complexes, comme tous les grands mégalos. J'ai toujours peur quand même pas assez. Donc voilà. Je pense qu'en 2017, c'est important de le rappeler, puisqu'il y a encore cette semaine, il y a un grand article sur le podcast dans le Figaro, dans lequel Arte Radio n'est jamais mentionné. Donc voilà. Donc ça m'agace. Vous avez besoin de J'ai besoin, ouais. Et du coup... J'ai besoin d'amour. Quand ça manquait de musique dans cette émission. Quand vous avez vous avez co-créé Arte Radio, donc du coup, c'était un manque, en fait, à combler dans le paysage. Non, personne le réclamait. Il n'y a personne descendait dans la rue en disant « Nous voulons de la radio élaborée, nous voulons des fictions radio ». Non, pas du tout. C'est pas un manque, c'est ce qu'on a envie de faire. C'est vraiment la seule bonne raison de faire quelque chose. On a envie, on le fait comme ça plaît, en espérant que ça plaise au plus grand monde. J'ai jamais voulu faire un projet élitiste, c'est pour ça qu'on n'a jamais voulu rentrer dans la création sonore, la musique contemporaine, l'avant-garde et tout. Moi, ça m'intéresse pas, c'est formidable, mais ça m'intéresse pas. Non, on veut un projet qui parle à tout le monde, à tous les honnêtes gens à partir de 15 ans, mais on va pas pour ça faire des concessions. Mais vous vous démarquez quand même beaucoup avec des contenus qu'on entend vraiment nulle part ailleurs. Oui, mais je pense que si j'avais fait un journal, ça aurait été pareil. Enfin, moi, ça m'intéresse pas d'être le meilleur journaliste de France. Ça m'intéresse pas de faire mieux ce que les autres font. Ça, c'est l'erreur. J'ai fréquenté suffisamment de journalistes, ils disent toujours non, on va faire un journal qui soit meilleur que ceux des autres parce qu'on va pas faire ci, on va pas faire ça et tout, mais non, faut faire autrement, faut renverser la table. Faut pas essayer on va pas faire la leçon à France Culture, c'est ridicule, on va faire autre chose. Mais par contre, on fait les choses avec une éthique, une responsabilité, une technique, une sensibilité, une esthétique, un sens politique, etc. Par contre, on est d'une exigence assez terrible, mais on fait ce qu'on a envie de faire. Et je vous dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est le regard
que porte une génération sur le monde. C'est, moi, j'ai quand même passé mon temps en presse avec des rédacteurs chefs de 60 ans. Voilà, bon, j'ai connu les dossiers du Nouvel Obs sur la sexualité des ados, où on interviewe Tony Anatrella, qui est jésuite quand même, qui est un prêtre, et qui parle. Ce mec a parlé pendant 20 ans de la sexualité des ados, avant qu'on se rende compte que, bien évidemment, c'était un pédophile, ce qu'on aurait pu imaginer avant. Enfin, je vis dans ce monde où on donne la parole aux importants, vous voyez, ou pour parler, je sais pas, de l'islam, où là, on va réunir un sociologue, un imam, un psy, un politique, et puis de temps en temps, les mecs du quartier, mais pris de loin, qui gueulent avec un son pourri et tout. Donc, la première chose sur Arte Radio, c'était pas de parole d'expert. Alors, c'est peut-être une connerie, hein, c'est assez radical, mais pas de parole d'expert, même pas de responsable associatif. Jamais de responsable associatif. Toujours les gens du terrain, comme ils disent. Non, mais voilà, bon. Après, il faut se définir, il faut se marquer. Donc, il y avait comme ça des règles assez fortes. Mais je veux pas d'artistes, pas de personnes en promo, pas de gens célèbres, voilà. Donc, effectivement, c'est pas ce que font les autres, mais c'est ce que moi j'ai envie de faire. On va écouter un extrait de Poudreuse dans la Meuse, qui est un documentaire réalisé en 2014 par Mehdi Aoudig. Ça parle de consommation d'héroïne dans le département de la Meuse, une plaque tournante. L'auteur va rencontrer des policiers, des médecins et surtout des camés. On va écouter un extrait. Vous êtes en obligation de soi, parce que là, vous allez terminer en maison d'arrêt, hein, si vous continuez vos conneries. Et le petit, il n'y aura plus papa, plus maman. Vous y pensez à ça? Hein? Vous voulez que je vous voie toutes les semaines? Oui, je veux bien. Hein? Bon, je fais pas de problème urinaire, hein. C'est pas la peine, hein. On va attendre un peu, hein. Tout ça, ça s'élimine, hein. 40, hein. Oui. Mais vous me l'avez bien rebaissé d'un coup. Hein. On fait du bas seuil. Faites du bas seuil, moi je fais du bas seuil. C'est pour pas vous lâcher, hein. De toute façon, à 80, ça change pas grand-chose, hein. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ouais, c'est vrai. Bon. Mais bon, c'était déjà mieux qu'à 40. Et là, vous avez 40, là, vous débrouillez avec 40. Et vous allez voir votre petit. Voilà. Et je vous revois lundi prochain. C'est prise et délivrance quotidienne à la pharmacie, sauf les dimanches et lundis. Ouais, je sais. Et vous allez y aller tous les matins. Qu'est-ce qu'il va faire, hein, je vous le dis franchement. Hein? Vous avez compris. Hein? Allez, à la semaine prochaine. D'accord, merci. Au revoir. Au revoir. Alors, Poudreuse dans la Meuse, ça a été récompensé du prix Europa du meilleur documentaire radio en 2015 et du prix Grandes Ondes 2016 au Festival de Brest. Ça fait partie des quelques prix qu'a reçu Arte Radio dans son histoire. Des nombreux, exactement. Comment se place Arte Radio dans le documentaire radio? Qu'est-ce que ça change des documentaires traditionnels? Ben là, par exemple, ils sont tous différents, hein, mais Mehdi Aoudig, c'est vraiment un auteur, c'est quelqu'un il avait commencé à Radio Droit de Cité, à Mantes-la-Jolie. C'est un gars qui vient de Garges-les-Gonesse et il a fait ses premiers vrais reportages à Arte Radio, puis c'est devenu l'un des plus grands auteurs de radio contemporain. Et il a fait un autre, Poudreuse dans la Meuse, c'est un chef-d'œuvre. Il y en a un autre qui s'appelle Qui a connu Lolita. Il y a des articles sur il y a des chapitres sur Qui a connu Lolita dans des livres aux États-Unis sur le son et la poésie de la radio. Il y a des cours de documentaires qui parlent de Mehdi Aoudig. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement important. Il fait aussi du web, il fait plein de choses. Bon, c'est un type en plus fabuleux. Bah, il a une présence, il a quelque chose, il est là, il se fait oublier. On est en stéréo là dans cette pièce. Il y a cette dame qui a un centre de soins qui engueule cette toxicomane qu'elle connaît bien. C'est une scène très forte et qui a beaucoup fait causer. C'est assez marrant parce qu'on l'a diffusée au cours d'un débat sur radio et toxicomanie. Et moi, j'étais pas là, mais on m'a raconté. Il y a des gens qui ont vraiment engueulé cette brave dame, cette docteure, en disant que c'était pas bien, qu'elle infantilisait l'usager, parce que c'est gentil, c'est pas il faut pas dire toxicomane, faut dire usager, bien sûr, parce que évidemment être accro, c'est comme de prendre le métro, c'est bien connu. Donc du coup, c'est frappant, c'est que tout le monde est passé à côté de ce que moi j'adore et qu'on trouve souvent dans le documentaire, c'est la comédie du langage, la comédie humaine. C'est du théâtre. Chacun est dans son rôle. La toxicomane est dans son rôle. Elle vient pour avoir sa prescription de méthadone. Elle a repris de l'héro récemment, parce que donc on parle du contrôle urinaire qu'il vaut mieux pas faire. Et le médecin est dans son rôle. Elle tape sur la table, elle l'engueule, elle lui parle de son gamin, elle surjoue le truc pour essayer de la faire réagir et qu'elle se désintoxique.
c'est une scène très très forte. Il y en a une autre que j'adore qui est très révélatrice du style de Mehdi Aoudig. Il interviewe une jeune mère toxicomane et son enfant joue à côté. Ils sont dans un square et la fille parle de son addiction à l'héroïne et se dit mais c'est quand même terrible ce truc parce que pourquoi on se met là-dedans et on n'arrive pas à en sortir alors que c'est de la merde, on ressent plus rien, etc. Et l'enfant veut continuer à jouer. Donc la scène est finie, l'interview est finie et Mehdi continue à tourner. Il est en stéréo. L'enfant joue. Et il dit « encore ». Et sa mère dit « non ». Et l'enfant fait « encore ». Non. Encore. Et ça dure comme ça plusieurs secondes. On a « encore » non. Et là, enfin moi c'est le génie de la radio, c'est le génie de Mehdi. Cette scène, un journaliste l'aurait coupée, tout le monde l'aurait coupée, elle sert à rien. Et elle dit tout. C'est quoi le principe de la toxicomanie? C'est quelqu'un qui dit « encore » et à qui il faut dire « non ». Et elle sait le faire avec son gamin. Elle ne sait pas le faire avec elle-même. Et c'est ce qu'essaye de faire le médecin là. Donc voilà. Il y a, Mehdi, on peut en parler des heures, c'est vraiment un très très beau travail, mais c'est pas le seul. Mais il a une sensibilité, il a un rapport avec les gens, il est présent, on l'entend dans les prises de son, mais il fait jamais de narration personnelle. On ne l'entend pas poser les questions, mais il joue beaucoup sur l'accueil, le seuil, les portes, les coups à la porte, les cloches, il enregistre le monde, et là, c'est Poudreuse dans la Meuse, ce qui est extraordinaire, c'est que on sait toujours où on est, et pourtant personne n'est présenté forcément, mais on sait exactement où on est, on sait quand on est en tôle chez le médecin, alors qu'il dit rien, et les choses sont tissées, c'est-à-dire il y a un mec qui est en prison, et on entend une toxicomane qu'on a entendue dans une autre scène. On quitte le procureur de la République qui dit au revoir à sa secrétaire, et on le retrouve 20 minutes après, montant dans sa voiture. Donc il y a ce que permet l'art de la radio, c'est une dislocation du temps et de l'espace. À la télé, on ne peut pas faire ça. En image, on ne peut pas faire ça. En radio, vous pouvez avoir la voix d'une personne il y a 20 ans et sa voix maintenant, et vous savez exactement où on est. Alors qu'à la télé, ça ferait 2 images superposées, ce serait hyper dégueulasse. Donc on peut être dans plusieurs endroits. Le temps n'est pas le même. C'est pour ça que je me méfie beaucoup de tous les projets qui disent on va suivre quelqu'un, on va suivre l'élaboration, on va passer une journée avec. Je pense que ça ne marche jamais. Parce qu'en fait, la radio se fout de la chronologie. Elle peut placer différentes strates de temps en même temps, et surtout avec le multipiste, c'est un bonheur. Et vous parliez de narration, il y a différentes formes de narration dans les productions d'Arte Radio, il y a notamment beaucoup de storytelling, de narration à la première personne. Quel regard vous portez là-dessus? On l'a fait très tôt, on l'a fait dès 2003-2004, il y avait le journal d'une jeune mère de Perrine Kervan, qui était extraordinaire, où elle raconte ce que personne raconte, c'est-à-dire toutes les angoisses qu'on a quand on a un enfant. Et si elle m'aime pas, et si elle préfère son père, et si elle meurt, et si je meurs, enfin toutes les choses que personne ne raconte et personne ne poste sur Facebook, elle le raconte, et c'était assez formidable. Et puis il y a eu le journal d'une jeune prof de Delphine Saltel aussi en 2003 ou 2004, et en fait ça marche bien. Ça marche bien, et c'est vrai qu'on en fait beaucoup, et c'est vrai qu'Arte Radio est un lieu où on peut raconter son désordre alimentaire, son rapport avec ses parents, son rapport à l'écriture, son rapport à la sexualité, parce que, encore une fois, c'est un espace pour une génération de raconter comment elle vit les choses. Et ça marche très bien parce qu'en radio, on a besoin d'une narration. Et Arte Radio, souvent, on a fait du documentaire sans commentaire, sans voix off, sans narration. C'était bien. Quand c'est des chefs-d'œuvre comme ceux de Mehdi Aoudig ou d'autres gens, de Claire Auter, de Frédéric Pressman, voilà, il y a des très beaux travaux qui ont été faits dans ce sens-là. Mais c'est vrai que la voix personnelle, ça nous rapproche plus, alors là, de la voix, on va dire podcast, hein, je prends le micro, je parle, je me raconte. Et c'est ce qui vous prend par la main, c'est le rôle de la radio, c'est la complicité, c'est ce qui vous accompagne, et c'est ce qui, comme vous disiez, fait que l'autre, c'est nous. Donc moi, je parle, je vais raconter mon truc, et ça va résonner. Et un très bel exemple, c'est Coming In d'Élodie Font. Élodie Font raconte, en gros, tout le monde savait qu'elle était lesbienne, sauf elle, quoi. Et donc, elle explique comment elle a découvert et accepté son homosexualité. C'est pour ça qu'on l'a appelé Coming In au lieu de Coming Out. Et elle dit parfois, le Coming In, c'est encore plus difficile que le Coming Out. Bon, c'est un son qui a eu énormément de succès, qu'on a posté au printemps. Et si vous lisez les commentaires Facebook en dessous, il y a beaucoup d'hétéros, hommes, qui commentent et qui disent « je me suis retrouvé là-dedans ». Parce que s'accepter quand on a 15 ans ou 20 ans, c'est universel. Voilà. Et il y a aussi des formats assez originaux sur Arte Radio, comme celui-là qui s'appelle « Violent Femme ». Ça a été réalisé par Jeanne Robé en 2006. Allô? Oui. Bonjour, c'est moi. Ah oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Hier, du coup, j'ai oublié de vous dire. Dis-moi. Oui. Je voulais vous dire. Oui. Hein, attention. Oui. Hein, alors, j'ai pas dormi, j'ai gambergé. Je sais que c'est lui qui t'a dit que je voulais te tuer. Ah. Je le sais. Écoute-moi bien. Hein? Oui. Je vais te dire, attention. Hein?
Ah Oui. bon, hein? Moi, Mais je je sais vais pas- te dire, écoute-moi. Non, moi, ce que je veux te dire, c'est tout. Je vais te dire, non, non. Je vais te dire, hein? 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 Alors, je vais te dire, maintenant, je vais te dire, hein? Je vais vous dire une chose. Hein? On m'en a tellement dit. Et je vais vous dire. Hein, et ça, on vous l'a Mais je dit. vais te dire, écoute-moi. Je vais te dire. Maintenant, je vais te dire. Ma foi. Eh ben, je vais te dire, mais ça, c'est... Et Un chef-d'œuvre. Voilà, je vous voyais reproduire ce qui était Ouais. dit. Vous connaissez par cœur. Presque. Il y a des gens qui le connaissent par cœur, je vous raconterai une. C'est important ces formats un peu déstructurés aussi. Ouais. Qu'est-ce que ça raconte? Bah alors ça c'est vraiment l'ADN d'Arte Radio. C'est vrai qu'on fait depuis le début des créations, des choses très bizarres, courtes. Bon ça c'est un chef-d'œuvre et un coup de bol. C'est Jeanne Robet qui a trouvé. Donc c'est une cassette qu'elle a trouvée à Marseille et c'est une femme qui enregistre sa belle-mère à son insu. Donc on a une voix téléphone et une voix voilà. Et elle a la cassette. La cassette elle fait 90 minutes. C'est ahurissant. Qu'en faire? On sait, et le coup de génie de Jeanne Robet, il n'y a aucun sample là-dedans, il n'y a aucune mise en boucle, c'est juste des prélèvements. Donc elle carotte les moments, on parlait de langage, la radio c'est souvent des histoires de comédie du langage. C'est soit une histoire de France, soit une comédie du langage, c'est simple. Donc elle prélève les moments qui ont rapport à l'élocution, parce que ces femmes ont des tics de langage. Et elle les prélève et c'est tout. Et elle met ça bout à bout, ça fait 4 minutes, c'est un chef-d'œuvre. Et donc un jour, récemment, Jeanne Robet va voir un groupe de rock à l'Alimentation Générale et les lumières s'éteignent et les gars ont balancé Violente Femme, se sont intégralement pendant 4 minutes dans le noir. Donc elle va discuter avec eux à la fin du concert, et ils savaient pas qu'elle était là, elle venait par hasard, histoire de... Bon. Et ils lui ont dit qu'en fait, ils connaissent ce truc par cœur, et dans le camion, donc quand ils sont en tournée, je me souviens plus du nom du groupe, excusez-moi, ils jouent, et ils connaissent par cœur, ils le refont. Donc j'ai dit à Jeanne, il faut que tu les enregistres, qu'on fasse la version, le remix, la cover de Violente Femme. Et est-ce que tous ces formats, un peu, ça doit s'écouter pareil, d'après vous? Non, alors c'est vrai que ce qui est bizarre avec Arte Radio, il y a des formats très très différents. Je vous dis, c'est un magazine. Donc dans un magazine, il y a le dessin humoristique, il y a le portfolio, il y a le grand feuilleton à suivre, il y a le long format, il y a les brèves, voilà. Ces créations, pour moi, c'était important. Pour moi, c'était très Internet. À l'époque, on parlait pas de viralité, mais je me suis dit, ça, c'est des objets qui pouvaient être viraux. Parce que l'audio a du mal à se viraliser sur Internet. On le sait, les gens ne s'échangent pas. Et Poudreuse dans la Meuse, ça dure 39 minutes. On va pas écouter ça sur son Facebook. Donc, ça me paraissait important aussi d'avoir des petits formats qui circulent. Et puis, j'aime bien la miniature, j'aime bien souvent l'art sonore expérimental. C'est très long. Moi, j'adore, ça me bluffe pendant 1 minute. Je me dis, putain, le mec, il a un son extraordinaire. Mais au bout de 10 minutes, je pense à ma liste de commissions, quoi. Donc, j'aime bien que les choses soient un peu concentrées. Et que ça soit quand même toujours narratif, qu'il y ait quelque chose d'humain. Et Violente Femme, c'est un vertige de la langue, de la société, du tragique. Parce que vous raisonnez toujours en termes de papier, vous parlez de magazine avec le dessin. Oui, parce que c'est vrai que je suis beaucoup plus un garçon de l'écrit et de la lecture que de l'audio, je vais pas me mentir. J'écoute des podcasts un petit peu, parce qu'on peut pas toujours se nourrir de grands plats gastronomiques, faut manger un peu des sandwichs et des cacahuètes. Donc j'écoute des podcasts, mais pas tant que ça. J'écoute France Culture. En fait, je bosse toute la journée sur du son. Donc le week-end, comme tout le monde, je regarde Game of Thrones, ou ces temps-ci Easy sur Netflix, extraordinaire série. Ça, Easy, voilà, ça me parle complètement. Tu vois, c'est des histoires de couple à Chicago, de bobos, et pareil, on est tout dans le non-dit, et c'est pas méchant, c'est à la fois cynique et pas méchant, et on a besoin aussi de séries d'œuvres comme ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont formidables, mais terriblement dures, et tu vois, Black Mirror, j'adore, mais c'est vraiment... Et je trouve dans Easy, il y a une tendresse, et les gens, c'est des couples, ils y arrivent plus, ils baissent plus, ils tentent des trucs, ils disent, tiens, on va faire un plan à 3, et c'est d'une richesse de personnages, bref, ça me parle complètement, quoi. Je vous ai entendu dans un des formats d'Arte Radio sorti en 2002 qui s'appelle Virginité, réalisé par Estelle Fialon. Ce sont des hommes qui sont interrogés, qui donnent un regard assez franc sur leur propre virginité. Et puis, on le disait tout à l'heure, vous faites aussi des éditos. Pour vous, c'est important qu'on vous entende dans Arte Radio. C'est important de mettre votre patte jusqu'au point de parler et d'y participer. Comme avant l'an dernier, on m'entendait pratiquement pas. On m'entendait même pas une fois par an. Non, mais l'an dernier, je l'ai fait parce qu'il fallait faire on m'a dit qu'il fallait faire un sommaire audio. Enfin, on s'est dit qu'il fallait faire un sommaire audio avec l'équipe parce que voilà. Ouais,
Là, j'ai fait un spectacle de one-man show cet été à un festival du Monde à Couture. Je suis assez à l'aise pour parler en public. Ce qui est un peu la peur principale, il paraît, du monde occidental, c'est d'avoir à parler en public. Moi, j'ai pas trop de soucis avec ça. Et c'est vrai que j'aime bien l'autofiction. J'aime bien cette mise en scène de soi-même, donc je crains pas. Je sais pas. J'aime bien écrire. Je le fais pas trop mal, donc ouais, je le fais. Mais c'est pas l'essentiel. Enfin, Arte Radio, ce qui est bon dans Arte Radio, c'est ce qui est pas moi. C'est quand même les auteurs, c'est les gens qu'on fait bosser, qu'on fait émerger. C'est quand on a des bonnes histoires à raconter. Mais bon, après, si j'ai envie d'un truc, j'ai un truc à dire, il n'y a pas de raison que je le fasse pas. Mais franchement, pendant des années, on m'entendait pas. Hein. C'était vraiment... Mais Virginité, oui, j'avais envie... C'est Estelle qui m'avait demandé de participer, mais aussi, il y a un autre docu de Benoît Bory et Charlotte Roux sur les réformés P4, où je raconte comment j'ai été réformé, mais... Je sais pas. C'est vrai par exemple, je rêve d'être interviewé par Victoire Tuaillon dans son podcast chez Binge, Les couilles sur la table. L'appel est lancé. Ah là là, mais elle le sait, je lui dis à chaque fois, mais interviewe-moi, parce que la masculinité, je trouve c'est vraiment un truc, donc moi je me débat avec ça, j'ai envie je sais pas, j'ai peut-être pas des choses intelligentes à dire, mais voilà, j'ai envie, Victoire. Et qu'est-ce qui fait une bonne histoire pour vous? C'est quoi le secret d'une bonne histoire? Je sais pas, parce que j'aime pas trop les recettes à l'américaine, à la This American Life, cette espèce de formatage du truc, et puis il y avait un rebondissement, et puis ça me fait penser au script américain hyper formaté. Je trouve que le podcast européen et le podcast américain, c'est un peu comme le cinéma, quoi. D'ailleurs, je l'ai dit à Ira Glass pour l'énerver. Si tu regardes un film américain indépendant ou un blockbuster, c'est exactement la même forme narrative. Et bon, c'est bien, hein, c'est hyper efficace, on les regarde jusqu'au bout, mais on peut regarder des merdes jusqu'au bout. Et il me semble que le cinéma européen, quand même, a produit quelques chefs-d'œuvre en étant sur une autre temporalité. Alors, on n'est pas forcément obligé d'être long et chiant, c'est bien d'avoir de l'efficacité narrative, mais quand même, je trouve que le storytelling américain a vraiment tendance à se formater. À part ça, moi, ce que je demande aux auteurs, souvent, je leur dis, il ne faut pas écrire, il faut oraliser. Donc, ce qui est très bien, c'est de prendre des notes, de savoir ce qu'on veut dire, d'avoir quelques punchlines, parce que c'est intéressant de bien parler, de trouver ses mots, de ne pas les chercher 2 heures, mais ensuite d'oraliser. C'est s'adresser à quelqu'un. Il faut de la sincérité, il faut de l'humour, il faut une super première phrase. Là-dessus, Ira Glass a raison, il faut bosser sur la première phrase le même nombre de temps qu'on bosse sur tout le reste du docu. Les 2-3 premières phrases sont fondamentales. Et il faut pas essayer de faire son malin. Il faut pas essayer de faire des phrases. Et nous, comme on a une culture très livresque, très littéraire en France, il y a beaucoup de gens qui proposent des podcasts Arte Radio, et ils écrivent et ils se regardent écrire. Et ça, c'est la plaie. Et ils font des blagues, et au mieux, ça fait du Biba 2.0, tu vois. Ça fait un peu du sous Bridget Jones pour un télo, tu vois. C'est horrible, quoi. Et ça revient énormément. Et en fait, il faut être sincère. Et si on est drôle, il faut être drôle contre soi, il faut se moquer de soi. Ça, c'est la règle number 1. Il faut faire de l'humour anglo-saxon, de se moquer de soi-même. Et ça permet d'être beaucoup plus sympathique, et ça permet à l'histoire d'être beaucoup mieux écoutée par l'auditeur. On va écouter un petit extrait, je pense que vous allez reconnaître. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, je fais juste un sondage. Est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que vous connaissez Arte Radio? Pas du tout. Arte Radio, non. Ça dépend d'Arte? Non, c'est la première fois que j'entends parler. Sur quelle fréquence? C'est sur Internet. Ah, c'est pour ça. Tu sais comment tu fais? Tu mets tes jambes ici. Je connais Arte Vision, mais pas radio. Bah, c'est la même chose, sauf que c'est radio. Ouais, bah ça, je suppose, à mon avis. Franchement, on en a entendu parler, mais on n'écoute pas. Mais on n'écoute pas. Arte Radio, non. Oh, non, ça ira, moi je suis pas de la région, c'est gentil. Ah bah, de la région du 95. Je connais pas, madame. Non, moi je viens de la Suisse, donc je suis pas vraiment un sujet. Pas de chance avec ce sondage. Il y en a plein qui connaissent pas. Je connais pas Arte Radio. Sur internet, arteradio.com. Ah, c'est sur le web, c'est écouté par 4 personnes, 8, c'est ça? Ah ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais, arte.com, alors là... Ah, c'est sur Internet. Ah bah c'est pour ça alors. Ouais, mais ça c'est un vieux son, c'est Frédéric Pressman qui va au jardin de Belleville rencontrer des gens. Bon, ça c'est des petites blagues qu'on faisait. En 2003, ça s'est sorti en 2003. C'était pour les 1 an d'Arte Radio. Mais c'est toujours le cas, alors c'est fascinant. Et par contre, il y a un truc extraordinaire qui se passe, c'est que
Les gens de 20-25 ans connaissent maintenant, beaucoup. Et les vieux, non, parce que les vieux, en fait, ils sont sur France Culture, ce qui est normal. Et dans le monde de la culture, c'est très marrant. Déjà, pour les 10 ans d'Arte Radio, j'avais des rendez-vous avec les directeurs du 104 et du Palais de Tokyo, et les deux rendez-vous sont passés exactement de la même façon. Les gars m'accueillent en disant, on est désolé, mais vraiment, on connaît pas du tout Arte Radio. Et les 2 fois, leur stagiaire dit, moi, je connais. Et ça, pour moi, c'était fin de la réunion, quoi. Mais pas pour eux, visiblement, parce qu'on n'a rien fait avec eux, mais ça, c'est quand même une grande fierté. C'est bizarrement un projet qui a 15 ans, écouté par des gens jeunes. Et est-ce que le projet d'aujourd'hui correspond au projet qui était imaginé il y a 15 ans, justement ? Oui, je crois que dans les grandes lignes, c'est exactement la même chose. C'est de la création sonore élaborée, des reportages documentaires sans format et tout. C'est beaucoup plus vaste qu'il y a 15 ans. Il y a beaucoup plus de storytelling. Il y a maintenant des émissions régulières, parce qu'à cause du succès des numéros 1 mondiaux du podcast Binge Audio, Worldwide Limited International Company, on a dû s'aligner, quoi. On se dit, putain, il faut faire comme ils font, c'est génial. Non, mais la vérité, c'est que c'est vrai que nous, le problème d'Arte Radio, c'est qu'on fait des one-shots. On fait des séries ou des documentaires, mais il n'y a pas de retrouvailles, il n'y a pas de rendez-vous, et donc il n'y a pas de nécessité à revenir chaque semaine. Et le succès du podcast, le mot podcast maintenant, il ne veut plus dire la même chose que quand nous, on en faisait en 2002. Le mot podcast maintenant, ça veut dire je veux mon émission le jeudi à 17h. Ce qui pour moi est une aberration, parce qu'on s'est construit contre ça. Mais bon. L'auditeur ayant toujours raison, on s'est dit c'est intéressant d'explorer ces formats d'émissions régulières. Donc il y avait déjà depuis 3 ans, il y avait le Mike et l'Enclume, une émission mensuelle de rap. Il y avait Noir is the New Black, qui s'appelle maintenant le Chip, sur la culture afro-pop. Donc on en faisait déjà, mais on s'est dit bon, on va tenter le coup d'en faire un peu plus, tout en continuant à faire nos docus, nos fictions. Mais vous êtes devenu ce que vous vouliez devenir ? Cette boîte à histoire Ouais, bah complètement, beaucoup plus. C'est devenu 1000 fois plus que ce que je pensais. Enfin, ça quand même... je veux dire, on a gagné... ce qui est très drôle, c'est qu'on est à la fois une radio, c'est-à-dire dans les compétitions internationales, prix Europa, prix Italia, on est face à la BBC, à Radio France, aux radios allemandes, aux radios scandinaves, qui ont 100 fois plus de moyens que nous. Et on gagne, on gagne quand même très souvent, ce qui est quand même ahurissant. On a gagné, je sais pas, mais 12 ou 15 prix ces dernières années, ce qui est hyper étonnant pour une équipe de 3 personnes. Et on est en même temps sur le terrain du podcast, face à Nouvelles Écoutes, Binge, voilà, tous les acteurs du podcast. Donc et je pense que c'est ce qui nous définit, c'est d'être à la base d'avoir voulu faire une radio de création, vraiment du docu, avec un beau son, avec un travail sur le son et tout, mais d'être aussi dans cette forme où on s'adresse directement aux solitaires de 20 à 40 ans, 45 ans, disons, ce qui est un peu la nature du podcast aujourd'hui, quoi. Et qu'est-ce qui vous intéresse dans ce qui se crée aujourd'hui sur le marché de l'audio ? Ça peut être aussi bien un format qu'un titre. Ouais. Il y a, déjà la musique, quand on aime la musique, c'est extrêmement intéressant. Je trouve que la jeune génération qui accède à tous les styles d'un coup, c'est très curieux. Moi qui adore essentiellement le post-punk et Joy Division, je suis content parce qu'il y a 350 groupes qui font la même chose, donc c'est bien. Mais ce qui est intéressant, je pense, c'est ce qui va arriver. Je crois qu'on n'exploite pas la fonction enregistrée de son smartphone. Or, les micros de smartphone ont une qualité qui est pas nécessairement dégueulasse, mais tout le monde fait des photos et des vidéos, et je pense que l'étape, ce qui va être intéressant, c'est qu'on se sert, moi je veux depuis des années mettre sur pied une espèce de concours, un truc où on pourrait mettre en valeur ça, c'est-à-dire je pense que vont arriver les gens qui vont nous mettre un coup de pied au cul, comme nous on a mis un coup de pied au cul tu vois, à la radio et à Radio France. Il y a les podcasts qui émergent, qui d'une certaine façon nous mettent un coup de pied au cul, parce qu'ils prouvent que voilà, qu'il y a d'autres façons de faire, que les gens attendent des rendez-vous, etc. Donc ça a été une grosse remise en question pour nous. Mais moi, j'attends que les gamins de 15 ans enregistrent leur prof de maths, que les gamines de 18 enregistrent leur amant. Voilà, je pense que ça c'est ce que j'attends. J'attends des choses qui vont nous déplaire, qui vont pas du tout être dans nos... Tu vois, dans nos canons, comme quand les youtubeurs sont arrivés, comme les mecs qui sont mis à faire tu vois, comme les gars qui filment les manifs dans les manifs ont mis une baffe aux reporters télé traditionnels. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer dans l'audio. Il y a de plus en plus de gens quand même qui s'y intéressent. On vit l'âge d'or de l'audio. Il y a énormément de gens, on va dans les festivals, partout, et ils bouffent tout. Ils bouffent les sagas MP3, Arte Radio, Binge, tu vois, Europe 1, ils s'en foutent, quoi. Ils prennent tout et ils s'amusent et ils bidouillent. Et il y a un truc avec le son, il y a Canal qui va lancer sa série, voilà, Cyprien, il se passe vraiment quelque chose. En 2002, c'était que dalle, c'était de la loose. Dire aux gens, on va faire de la fiction radio, tu peux pas faire plus loser de faire de la fiction radio. L'an dernier, on a fait De Guerre en Fils, dont vous avez parlé, voilà, qui a cartonné.
il y a des choses à inventer, vraiment. Et donc, moi, j'attends. Et du coup, il y a des gens de 15 ans qui m'écrivent, qui m'envoient leurs trucs. C'est pas nécessairement bon, mais tu te dis, putain, le mec, il a 15 ans. Déjà, il est dans son bled, il a envie de faire du son, il a envie de s'exprimer. Cette idée, j'adore que le logo, enfin, la charte graphique d'Arte Radio, c'est un micro, tu vois, qu'on balade, qui est face à un sexe de femme, à un HLM, bon, voilà. Et j'adore cette idée. C'est tendre son micro. C'est le message que j'ai envie de faire passer. Enregistrez vos grands-parents, enregistrez vos histoires d'amour, enregistrez au boulot, enregistrez les réunions. Je rêve d'entendre une conférence de rédaction du magazine Elle. Je rêve d'avoir un micro dans une boîte de prod qui fait ces putains d'émissions de, tu vois, 90 minutes, enquête, machin, tu sais, où on poursuit des petits noirs là dans les phares des bagnoles de flics. Je rêve d'entendre ce qu'on n'a pas le droit d'entendre, si tu veux. Et donc je rêve que les gens m'envoient. Alors par exemple, j'étais contre le micro caché, tu vois, d'un point de vue esthétique et déontologique. Et maintenant, je suis super pour. Donc, enregistrez des horreurs, envoyez-les nous. Il y a vraiment quelque chose dans l'écoute. Il y a une force dans l'écoute, dans l'audio qui est inouïe et qui est en train de revenir. Les gens ont compris qu'il y avait une dimension intime, une dimension de sincérité, une dimension surtout émotionnelle. On apprend, on comprend le monde à travers une émotion. C'est pour ça que je fais la différence entre quand même le boulot qu'on fait et le podcast où tu as juste, comme ce qu'on fait là, c'est sympa, tu vois, on est juste devant un micro, mais moi il me manque cette dimension, tu vois, de la place laissée à l'auditeur pour se faire son opinion, pour rêver. Et ça, c'est la dimension du silence, du son, du sonore, que je trouve quand même fondamentale et qui me manque un peu dans les podcasts majoritaires ces temps-ci, qui sont plus, voilà, la parole, tu vois. Est-ce que vous portez un regard un peu paternel sur les podcasts qui se créent aujourd'hui ? Je porte un regard paternel sur à peu près tout. Et sur les podcasts en particulier, puisque vous étiez là avant les autres. Oui, j'étais là avant. Ouais. Et vous l'avez rappelé encore en début d'émission. Bien sûr. Oui, paternel, je sais pas. Non, c'est des enfants turbulents, c'est d'autres enfants, c'est bien. Puis je pense que les gens qui se constituent maintenant, leur idée, c'est de pas faire du Arte Radio ou de faire contre. Après, t'as énormément de gens que ça a influencé. Moi, j'entends, c'est très drôle, le Festival de la radio à Brest, chaque année, t'entends les productions indépendantes, et il y en a la moitié qui sont construites exactement. Tu vois, ça démarre par un son, et puis t'entends une fille qui parle, elle dit une phrase, et puis après cette première phrase, elle dit: je m'appelle Marie-Claire, j'ai 10 ans, bon, qui est vraiment le truc. Bon, oui, non, mais je suis ravi qu'il y ait des enfants turbulents qui quittent le nid, qui fassent autre chose, bien sûr, non, ça c'est super. Mais ils viennent pas que de moi, ils viennent de Charlotte Pudlowski à Slate, elle a principalement des influences américaines et tout, voilà. Mais ça vous rend fier ou ça vous rend, comment dire, fier de vous-même, c'est-à-dire que vous avez. Je suis fier d'Arte Radio, non, je suis fier de l'équipe, je suis fier de ce qu'on est. On est 5, on bosse ensemble depuis des années, on s'engueule pas, on s'aime. On est vraiment une équipe hyper soudée, une famille. On fait des grosses bringues, on bosse beaucoup, on accueille bien les gens, on paye bien les gens, on les forme bien. Je suis hyper fier de ça. Je suis fier qu'on devienne. J'aime pas bosser avec les amis et j'adore devenir ami avec les gens avec lesquels je bosse. Et on est amis avec pas mal d'auteurs d'Arte Radio qu'on voit le week-end. Et il y en a qui partent en vacances ensemble. Enfin, il y a vraiment des trucs qui se passent. Il y a des couples et tout. Et c'était pas du tout l'ambiance à la Maison de la Radio, par exemple. Il y a une ambiance qui est assez dure, assez compétitive à la Maison de la Radio. Et Arte, je voulais vraiment qu'on soit plus. Donc, on est exigeant. Moi, je suis casse-couille. Je suis hyper. Voilà, je suis colérique. Je vais être assez exigeant envers les objets. Mais l'équipe est plus sympa que moi. Sarah, Arnaud, Samuel et Chloé, c'est des gens adorables. On s'occupe bien d'eux. Et ça, pour moi, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'on leur donne des outils. C'est pas raconte-moi ton histoire. On va t'apprendre à écrire, on va t'apprendre à prendre le son, on va t'apprendre à monter. Ça, moi, ma fierté, c'est ça. C'est vraiment tous les auteurs qui émergent. Et Média Audic, les Delphine Saltel, et tu vois, toutes ces filles, Mathilde Garmont-Pré. Voilà. Et donc, l'histoire d'Arte Radio est loin d'être finie. Qu'est-ce qu'on peut écouter, là, en ce moment, qui est cool ? En ce moment, ce qui est cool, c'est À fleur de peau. C'est une série documentaire de Fabienne Lemonnier. C'est 9 épisodes de 10 minutes, à peu près, parce qu'il n'y a pas de format. Et c'est... Pardon. Fabienne Lemonnier, c'est une documentariste super, elle a gagné des prix, et c'est une nana géniale. Et depuis 10 ans, elle a un psoriasis. Elle a des plaques rouges sur la peau, sur les coudes et tout, et ça la fait chier. Et elle décide, parce que la médecine traditionnelle n'a pas marché, elle décide de suivre tous les conseils qu'on va lui donner et d'appliquer tous les remèdes de sorciers, de marabouts, de magnétiseurs, d'hypnotiseurs. Et c'est hyper drôle
parce que la fille est drôle, parce qu'elle est sympa, parce qu'elle est cash. Et en fait, c'est vertigineux parce que d'une part, c'est une narration donc hyper intime, perso, pourquoi j'ai des crises de psoriasis, comment je me sens et tout. C'est un documentaire parce qu'elle va voir les marabouts de la Goutte d'Or, elle va prendre de l'ayahuasca dans les Flandres belges, donc c'est hyper drôle. Et en même temps, c'est un vrai méta-boulot sur, en fait, la question du micro, de l'enregistrement. Est-ce que le fait de faire un documentaire là-dessus, c'est pas pour ça que je guéris pas? Est-ce que ça va m'aider à guérir? Où j'en suis avec mon micro? Et comme c'est une fille très cash, elle parle au micro, donc il y a des couches de voix superposées, puis il y a sa voix sur le terrain, il y a sa voix après en studio. Enfin, c'est une série, je trouve, extra, à la fois drôle et assez instructive sur les médecines parallèles, puis sur la question de la croyance. Parce que la grosse question, c'est si on n'y croit pas, est-ce que ça peut marcher? Merci beaucoup, Sylvain Gir. Merci beaucoup, Andréane, c'était un vrai plaisir. Pour moi aussi. Vive la radio. Vive la radio et vive le podcast. C'est la fin de cette émission de l'Air du Son, émission de Noël un petit peu. Merci infiniment à Sylvain Gir d'avoir été avec nous. On vous souhaite plein de bonheur sur Arte Radio et puis on vous conseille aussi chez Binge d'écouter Arte Radio. L'Air du Son, je vous le rappelle, c'est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast, iTunes, SoundCloud, Deezer, etc., etc. Abonnez-vous, qu'ils disaient, ils avaient raison, et commentez aussi, étoilez, même 5 étoiles au moins. Merci beaucoup, en tout cas, de nous être fidèles et de nous écouter. L'Air du Son, c'est une coproduction Binge Audio et Audible.fr. Ça sort un jeudi sur 2. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.